Ok, allez on y va. Donc bonjour à tous. Merci d'avoir choisi cette session. Merci également aux organisateurs pour leur invitation. Il va être question d'éthique, ce que j'ai intitulé Nouvelle éthique technologique. Alors la manière dont je vais considérer l'éthique pourra peut-être un peu vous surprendre. En tout cas je l'espère, parce que sinon j'ai un peu loupé mon approche. Je vais commencer tout de suite par ancrer mon propos dans un constat que je fais personnellement et que peut-être vous faites également. Vous avez des recettes, vous pouvez les faire et ça ne marche pas. Je dis ça, c'est parce que quand on intervient chez un client, qu'on est prestataire, ou si vous êtes en interne dans des DSI chez les clients, vous pouvez constater qu'il y a certaines organisations, certaines entreprises, vous pouvez leur donner toutes les recettes pour faire du DevOps, des API, des produits logiciels, des applications mobiles, etc. Et ça marche plus ou moins pas, jamais. Il y a beau avoir la recette, ça ne prend pas. C'est comme si la culture de l'entreprise avait des forces de rappel qui fait que ici rien ne pousse. Il n'y a pas le terreau qui est favorable pour qu'une perspective technologique et un projet puissent vraiment aboutir et être menés sereinement. Donc ça, c'est le constat, en tout cas que j'ai pu faire. Peut-être vous l'avez fait dans des vies antérieures ou peut-être actuellement. Et par rapport à ce constat, je vous propose une forme de diagnostic. Diagnostic, et l'hypothèse serait la suivante. Ces organisations-là, dans lesquelles c'est difficile d'avancer sur les projets techniques, vraiment, ce sont des organisations qui accordent un statut particulier à la technique. Et pour moi, il y a un défaut de statut de ce qu'est la technique dans ces organisations. Alors, je vais évoquer ça très rapidement selon 3 niveaux très différents. Cette question du quel est le statut que l'on accorde à la technique et à la technologie, c'est-à-dire quelle est son importance, sa priorité, etc. Et vous allez voir que la question de l'éthique, c'est ça. C'est comment te comportes-tu vis-à-vis de la technique, comment évalues-tu la technique, comment juges-tu la technique, quelle place donnes-tu à la technique et à la technologie. Ce sont ça les questions éthiques. Pour entrer en matière, je vais évoquer ça selon 3 niveaux, qui sont des niveaux tout à fait différents. La mythologie, l'anthropologie et un petit peu la psychologie, avant de passer à un autre volet pour lequel je vous dirai quelque chose dans un instant. Je vais commencer par la mythologie, et c'est toujours agréable parce que ça permet de raconter une petite histoire dès qu'on est dans la mythologie. Vous connaissez peut-être Prométhée, le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Alors je vais commencer par lui, parce qu'il est très intéressant sur quel statut a la technique et la technologie. Prométhée, c'est un titan, donc il a une capacité particulière. Prométhée, comme son nom l'indique, Prométhée, il a toujours un temps d'avance. C'est quelqu'un de très avisé. Si vous voulez prendre des décisions, il est important d'aller consulter Prométhée, puisqu'il connaît l'enchaînement des choses et il sait ce qui va se passer. Et Zeus s'est confronté dans la mythologie à cette problématique. Il souhaite distribuer à tous les animaux sur Terre des qualités, des propriétés particulières. À l'oiseau, la capacité de voler, à d'autres, la capacité, la férocité, les crocs, à d'autres, la capacité de courir pour échapper à ceux qui ont des crocs, etc. Donc de distribuer ce qu'il appelle des qualités à tous les animaux qui n'en ont pas au début de la création. Et donc pour faire cette distribution, pour faire une distribution qui soit juste et équilibrée, pour que tout ça, ça puisse après vivre en bonne entente d'une certaine manière, il va voir Prométhée, parce qu'il est particulièrement avisé. Et il lui dit, Prométhée, tiens, la besace avait toutes les qualités, je te confie la distribution de toutes les qualités à tous les animaux de la planète. Très bien, Prométhée prend le petit sac, la besace avait toutes les qualités, il commence à faire la distribution, et à peine a-t-il commencé à faire la distribution que son jumeau arrive, parce qu'il a un frère jumeau qui s'appelle Épiméthée. Alors Épiméthée, c'est tout le contraire de Prométhée. Épiméthée, c'est l'idiot, celui qui fait des gaffes, celui qui réfléchit après coup, alors que lui, il a toujours un temps d'avance. Et Épiméthée dit à son frère, Prométhée, laisse-moi faire, s'il te plaît, laisse-moi faire la distribution à sa place. Ah, Prométhée, qui a de la sympathie pour son frère, lui donne la besace et lui dit, ben vas-y, fais la distribution, puisque tu en as envie. Épiméthée fait la distribution, voilà, il donne la rapidité, la capacité à respirer sous l'eau des poissons, la capacité à voler aux oiseaux, etc. Et arrive le dernier animal, qui est l'homme, et il cherche dans sa besace, mince, il n'y a plus rien, putain, il n'y a plus rien pour l'homme, comment je vais faire? Alors, il se retourne vers son frère, et Prométhée lui dit, écoute, il y a un problème, il en reste un, là c'est l'homme, il n'a rien, il est nu. Il court pas vite, il respire pas sous l'eau, il vole pas, il n'a pas de griffes, il n'a pas de crocs, il va se faire massacrer, mais c'est sûr, aucune chance de survie. Alors Prométhée, qui a de la sympathie pour l'humanité et pour l'homme, pour les hommes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'Olympe, il va voler le feu divin, le feu de Zeus, pour le donner à l'homme, et pour qu'il ait une chance de s'en sortir. Il va le payer très cher, hein, il va être enfermé ensuite, attaché par Zeus
tout en haut d'une montagne, avec un vautour qui tous les jours vient lui bouffer le foie, alors que le foie repousse dans la nuit, et le lendemain, le supplice continue, etc. Donc il va le payer très très cher, il a fait ça pour l'humanité. Mais finalement, ce qu'on retient de ce mythe, c'est que ce que Prométhée donne à l'homme, c'est la technique. Parce que la technique, le feu, c'est le symbole de la technique. En donnant le feu à l'homme, il lui donne la technique. Et ce qui veut dire que dans la mythologie, déjà, la question de la technique et de la technologie, elle est éminemment importante, puisque c'est ce qui définit l'homme. L'homme ne se définit pas par le rire ou parce que c'est celui qui a un rapport à la technique de manière privilégiée que n'ont pas tous les autres animaux. Donc dans la mythologie, déjà, le statut de la technique, premier. La technique, c'est ce qui arrive au commencement. L'humain commence et est viable grâce et à partir de la technique, à partir du feu qui est le symbole de la technique. Maintenant, si je me penche sur des questions anthropologiques, je me réfère ici notamment à un anthropologue célèbre, ethnologue et anthropologue français, il s'agit de Leroy-Gourand, notamment au travers de ses textes L'homme et la matière ou Le milieu technique. Les anthropologues sont très précieux parce que ce sont ceux qui s'intéressent à ce fameux processus d'hominisation. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu petit à petit des hommes? Peut-être certains d'entre vous ont vu un documentaire intéressant qui était mardi soir, je crois, sur l'histoire un peu de l'hominisation, du processus d'hominisation. Et les anthropologues se sont rendus compte, notamment au siècle dernier, au début du siècle dernier, du XXe siècle, que finalement, le rapport à la technique, c'était pas juste l'homme évolue et puis il se trouve qu'il produit des outils ou des instruments à un moment donné. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est la technique qui est premier, le silex, les premiers outils qui sont premiers. Et c'est à partir d'un rapport avec la technique, avec le silex, avec les outils, que notre corps, notre cerveau, etc., ensuite va être modifié. C'est-à-dire que, et on le voit quand on constate les squelettes des premiers hominidés, des australopithèques, etc., l'humanité, ça commence par le bout des doigts. C'est-à-dire que le squelette que nous avons aujourd'hui, il s'est propagé en commençant par le bout des phalanges, etc., pour arriver au cerveau. C'est pas parti du cerveau et c'est arrivé aux mains. C'est parti des mains, parce que les mains étaient en contact avec les objets techniques. Donc notre humanité est dans ce rapport avec les objets techniques. Et ça, cette perspective anthropologique, qui décrit vraiment ce processus d'hominisation, on voit qu'aussi dans ce processus d'hominisation, le moteur, ce qui nous fait évoluer, c'est la technique. Alors cette évolution, elle ne se fait pas de manière régulière, elle se fait, on va dire, de manière exponentielle. À gauche, vous avez le silex, et aujourd'hui, par exemple, le smartphone. Le silex, la période technologique du silex, ça a duré à peu près 2 millions d'années. Donc ça, c'est de la durée de vie, hein, on n'est pas dans l'obsolescence programmée. 2 millions. Donc vous imaginez quand des hommes ou des pré-hominidés arrivent dans un contexte où il y a, comme ça, depuis des millions d'années, cet outil qui est le silex, autant vous dire que le silex, il fait partie du décor. Vous le remarquez même plus. Vous ne voyez même pas que c'est un objet technique. Il fait partie de la nature, quasiment. Et il est très difficile de voir la technique, le silex par exemple, parce que ça fait partie de notre environnement. Hein. C'est ce que disait Aristote. Hein. La seule chose que ne voit pas le poisson, c'est l'eau dans laquelle il baigne. Hein. C'est-à-dire que ça fait partie de son environnement. Mais avec l'accélération croissante de la diffusion des objets techniques, des produits techniques, des systèmes techniques et technologiques, aujourd'hui, la durée d'un smartphone, c'est, je ne sais pas, 1, 2, 3 ans, et les smartphones, c'est depuis quelques années, on voit qu'on est dans une logique exponentielle qui fait qu'on ne peut plus être naïf quant à l'évolution de la technique et les effets qu'elle a sur nous en retour. Aujourd'hui, par exemple, on le voit au niveau générationnel. Moi, j'ai des enfants, ils sont confrontés à des outils, des solutions techniques, Facebook, WhatsApp, etc., que moi-même, je n'étais pas confronté quand j'étais gamin. Donc, comment enseigner des enfants vis-à-vis de quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes connu étant enfant? Donc, on voit que d'une génération à l'autre, le milieu technique change complètement, et donc, ça pose des questions, de vastes questions. On ne peut plus donc ignorer l'importance de la technique et de la technologie. Il y a encore 100, 200, 300 ans, on pouvait se dire, bon, ça évolue, mais bon, c'est pas important, quoi, c'est juste le décor. Aujourd'hui, la technique, c'est pas un décor, c'est premier. Ce qui veut dire que si je reprends l'approche typiquement de Darwin, qui nous parlait donc de la sélection naturelle, nous autres êtres vivants humains, nous ne sommes plus soumis exclusivement à la sélection naturelle. Nous sommes soumis à la sélection artificielle, par les machines, par les objets techniques et par la technique. Nous avons produit les objets techniques, mais en retour, les objets techniques, les systèmes techniques, nous sélectionnent. Si je prends cet exemple qui est presque caricatural de Stephen Hawking, c'est parce que c'est un des plus brillants cerveaux que la planète connaisse, astrophysicien, qu'il occupe la chaire de Newton quand même, c'est pas rien. Il est évident que si on était sous le règne de la sélection naturelle, ça fait longtemps qu'il ne serait plus là. Hein. Complètement appareillé, il ne vit que par et grâce à la technique, mais sans aller jusqu'à des cas extrêmes. Si vous avez des lunettes dans cette salle, je vous dis, fini les lunettes, peut plus lire, peut plus conduire, peut plus regarder la télé, vous allez comprendre à quel point
Vous êtes déterminé et sélectionné par les objets techniques, aussi banals soient-ils qu'une paire de lunettes. Donc nous sommes aujourd'hui dans une période post-darwinienne où évidemment la sélection, elle est artificielle, éminemment artificielle. On voit donc, encore une fois, le statut de la technique, c'est pas juste marginal, c'est pas une vision utilitariste, où il y a des outils, bon, mais c'est pas grave, l'essence de l'homme, c'est ailleurs. Non, non, c'est dans les outils, dans la technique et dans les systèmes techniques. Alors il y a des gens qui, comme les transhumanismes, dont on parle beaucoup dans les contextes techniques et technologiques, aussi bien chez Google, la NASA, etc., puisque le transhumanisme, l'école de la singularité, l'université de la singularité, c'est avec ces grands groupes industriels, du numérique, avec ce symbole, l'humanité augmentée. Mais si vous m'avez bien suivi, l'humanité augmentée, ça a commencé il y a 2 millions d'années avec le premier silex. Donc le transhumanisme, c'est juste 2 millions d'années après que les gens réalisent que, ah ben oui, la technique, ça nous transforme, et peut-être que la figure de l'homme va changer, avec l'homme augmenté. Ben oui, mais ça fait 2 millions d'années. C'est bien de s'en rendre compte, mais c'est beaucoup plus ancien que ça, et l'anthropologie nous l'a dit. Et finalement, si je devais me retourner vers le cinéma, comment le cinéma voit l'homme, moi je prendrais cette scène de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde ne l'a peut-être pas compris, mais tout le monde l'a vu. Souvenez-vous de cette scène où des hommes préhistoriques ou des grands singes, que sais-je, utilisent un tibia, un os, pour faire la première agression, et donc utiliser cet os comme un objet technique et comme une arme, et puis il jette en l'air, et la caméra suit l'os qui petit à petit se transforme dans le vaisseau spatial. Un plan formidable que nous offre le cinéma, c'est presque une définition qu'est-ce que l'homme. L'homme, c'est dans l'objet technique, aussi rudimentaire soit-il, que particulièrement avancé avec la station spatiale. Et on voit très bien que cette définition de qu'est-ce que l'homme, à aucun moment on ne voit une figure humaine. L'homme, c'est la technique. D'abord, premier. C'est là que les choses se jouent, les opportunités, mais aussi les menaces. Je renvoie dos à dos, moi, les technophiles et les technophobes, ceux qui sont fans de la technologie et ceux qui sont de l'aversion avec la technologie. La question n'est pas pour ou contre la technologie, l'aimer ou la détester, elle est là, elle est première, et il faut faire avec. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais elle est première. Et ça, c'est important. Et si je me penche maintenant à un niveau beaucoup plus proche de nous, individuel, un pédopsychiatre anglais, après la Seconde Guerre mondiale, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, dont vous connaissez certainement le nom, Donald Winnicott, a conceptualisé ce qu'il appelait les objets transitionnels. C'est quoi un objet transitionnel? C'est le doudou. Et quel est le propre d'un objet transitionnel? C'est un objet à partir duquel, typiquement, un enfant ici va s'ouvrir au monde, va faire monde, va constituer un monde autour de lui, avec des objets, avec des individus, papa, maman, etc. Mais au travers du prisme de cet objet, qui est souvent un objet technique. Alors, ce n'est pas forcément un teddy bear, ça peut être un simple nœud, qui est aussi une technique de faire un nœud. Il y en a qui ont des doudous, c'est des coins de drap. Tout le monde a des doudous différents, quoi. Et c'est toujours un objet technique, fondamentalement. Je m'ouvre au monde en tant qu'individu à partir d'un objet technique, à partir de cet objet transitionnel qui va me permettre de faire un monde. Et si j'ai un problème avec mon doudou, avec cet objet transitionnel, la plupart du temps, je me trouve dans un monde qui est immonde. D'où l'importance de l'objet technique. Et d'ailleurs, si vous êtes parent, si vous avez oublié le doudou un jour, si vous l'avez perdu, vous êtes mal. Hein. Toujours avoir un doudou de rechange. Hein, et en prendre un ou deux d'avance. Et le doudou, aujourd'hui, c'est le smartphone, quoi. Nous sommes tous avec ces doudous-là, qui est un objet transitionnel, nous accédons à tous les services, etc. Donc c'est vraiment un objet transitionnel, et la technologie est de plus en plus un objet transitionnel, et pas simplement quand on est un enfant. Alors cela dit, quand on est un enfant, ça pose d'autres problèmes, notamment des problèmes d'attention, mais que je ne vais pas développer ici, quand on est confronté à des écrans très tôt pour les enfants les plus jeunes, entre 0 et 3 ans. Ce qui veut dire que, par rapport à l'organisation dont je parlais tout à l'heure, les organisations, les entreprises dans lesquelles nous travaillons tous, a priori, que ce soit en tant que prestataire ou en interne, etc., il n'est pas rare de constater un refoulement de la question de la technique. Hein. Pour reprendre les paroles apocryphes du général de Gaulle, la technique, c'est les soutes, c'est l'intendance, ça suivra. Il y a la stratégie, la partie noble, et puis la technique, ça suit, quoi. Et même, on demande à l'IT de s'aligner sur le business. J'aimerais bien que le business s'aligne aussi un peu sur l'IT parfois. Ce serait l'opportunité de saisir des opportunités, de comprendre comment son modèle d'affaires évolue, parce que les modèles d'affaires évoluent, parce que les systèmes techniques évoluent. C'est ça le moteur des transformations des modèles d'affaires et les enjeux de la fameuse disruption. Donc je constate beaucoup d'organisations dans lesquelles il y a un refoulement, soit un mépris, d'abord un mépris. Oh, la technique, j'y comprends rien, moi, la technique. Hein. Au moins, ça, vous me...
Ou alors un refoulement de la technique, c'est-à-dire c'est important, mais on ne le revoit même pas. On essaye de changer de stratégie en oubliant qu'il y a la technique et que tout part de là. On le retrouve au niveau d'ailleurs des plans de carrière, des rémunérations, des filières techniques qui sont beaucoup moins valorisées que d'autres filières. Quand vous êtes dans ce type d'organisation, ça pue. C'est pas bon, surtout si vous êtes des profils techniques, ingénieurs, développeurs, etc. C'est-à-dire que vous serez toujours... C'est comme la machine à remonter le temps dans Wells, là, vous savez, le peuple d'en haut et le peuple d'en bas, hein, ceux qui sont dans les soutes et ceux qui sont dans la partie noble. Donc il y a un vrai problème d'éthique technologique dans ces entreprises-là, c'est-à-dire d'un rapport à la technique et du statut que l'on accorde à la technique. Important, premier, pas important, etc. Là, on voit que c'est très, très dégradé. À l'opposé du spectre, en termes d'éthique technique et technologique, on retrouve tous ceux qui ne sont pas du tout naïfs, tous ceux qui sont présentés comme les barbares, les disrupteurs, les start-upers, etc., qui, eux, font de la technique un véritable cheval de Troie. Je vous rappelle d'ailleurs que dans l'Iliade, c'est une épopée, épopée homérique, épique, et du courage, il y a des héros, mais à la fin, ce qui change la donne, c'est l'objet technique qui permet de prendre la ville. Hein, c'est la technique qui permet de dénouer la situation. Donc il y a tout un pan d'activité aujourd'hui qui ne se trompe pas du tout sur le statut de la technique et de la technologie, hein, puisqu'ils s'en servent comme une arme pour disrupter, trouver un nouveau modèle d'affaires et cannibaliser des situations et des rendre des situations existantes. Donc vous avez des gens comme par exemple Salim Ismaël, qui est ambassadeur de l'Université de la Singularité, qui déclarait ici, c'était dans une conférence l'USIC organise Octo, The blockchain is the most disruptive technology I have ever seen. Donc le boulot de ce mec-là, c'est d'analyser les techniques et les technologies en les plaçant sur une espèce d'échelle de Richter, un parallèle, hein, l'échelle de Richter de la disruption. Plus c'est disruptif, ah oui, bien c'est bien. C'est-à-dire que vous allez avoir les venture capital, les capital risqueurs, les investisseurs qui vont se positionner sur ces technologies-là et les startups aussi qui vont essayer de trouver des moyens d'obtenir des financements pour développer leurs produits et leurs compagnies. Vous dites blockchain dans la Silicon Valley, vous avez tout de suite 1 million, hein, bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, bon, voilà. Pourquoi tout ça, c'est pour les venture capital, c'est pour trouver la fameuse licorne, hein, c'est-à-dire il restera peut-être qu'une ou deux startups, mais c'est celle qui va être valorisée en bourse 1 milliard ou plus. Donc c'est le jackpot pour les incubateurs et autres. Mais cette position-là n'est pas pour autant intéressante à mes yeux. D'abord parce que c'est une logique de spéculation très forte, que ça broie beaucoup de personnes. Hein. L'univers des startups n'est pas qu'un Eldorado. Hein. On sait que, d'ailleurs, dans la ruée vers l'or, ce n'était pas les chercheurs d'or qui faisaient fortune, mais c'est ceux qui leur donnaient des jeans, à savoir Lewis, par exemple. C'est Lewis qui a fait fortune, hein, mais pas les chercheurs d'or. Donc ce n'est pas toujours les startups qui font fortune, mais ceux qui les équipent ou ceux qui les incubent, etc. Et donc il y a une petite larme à la licorne et une blues des startups. Je vous invite à regarder d'ailleurs le fameux talk de Douglas Rushkoff qu'il a produit, c'était exactement il y a 1 an, à South by Southwest, une conférence américaine dans laquelle il expliquait. C'est celui qui a écrit le livre Throwing Rocks at Google Bus, hein, qui analyse ce phénomène aujourd'hui dans la Silicon Valley, avec des boîtes comme Google, Uber, etc. Les habitants se révoltent un peu contre les bus Google, la gentrification, etc. Le fait que quand ces compagnies arrivent, ça devient difficile à se loger, à vivre, etc. Donc il y a un vrai rejet de la population vis-à-vis de ces boîtes-là. Et c'est tout nouveau pour ces boîtes-là, parce qu'elles étaient adulées et commencent à devenir l'objet de quand on commence à jeter des caillasses sur des bus Google, c'est quand même qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc entre ces deux extrêmes, ceux qui méprisent la technologie, qui n'en voient pas l'importance, typiquement la caricature, c'est les entreprises, les grandes entreprises installées, et ceux qui en font une arme pour disrupter, il me semble qu'il y a une voie moyenne plus intéressante, et on arrive donc sur la question de l'éthique. Alors je prends l'éthique, pas au sens moral, hein. Ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, je ne cherche pas à juger. Éthique, je le prends en son terme grec, qui est l'éthos, c'est-à-dire le comportement. L'éthique d'une personne ou d'un peuple, c'est comment il se comporte au quotidien de manière habituelle. On pourrait dire que même c'est les us et coutumes. Hein. Qu'est-ce qu'ils font spontanément, comment ils se comportent. Donc, éthique technologique, ça veut dire comment on se comporte vis-à-vis de la technique et de la technologie. Alors quand on évoque les choses de cette manière-là, bien évidemment, on pense tout de suite, en tout cas moi je pense à ce fameux bouquin de Pekka Immonen, avec Manuel Castells et Linus Torvalds, qui avaient préfacé et fait le prologue. En français, c'est l'éthique hacker.
Je ne sais plus s'il existe en français, s'il a été réédité. Je crois qu'il a été publié autour des années 2000, hein, à peu près. Il a eu beaucoup de succès et très vite épuisé, en tout cas en français. Donc l'éthique à cœur, et dans ce bouquin-là, Manuel Castells, notamment avec Linus Torvalds, analyse précisément tout ce mouvement de l'open source, etc. On est en 2000. Hein, bon. Et il dit que toute cette éthique qui amène, là, par ceux qui travaillent dans l'informatique d'une manière générale, ils apportent une nouvelle façon. Il dit qu'il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'éthique au travail. Comment je me comporte au travail. Et ce qu'il souligne, c'est le plaisir, le côté ludique, la passion qui est en avant. Hein. Les gens qui travaillent dans ces secteurs d'activité-là, notamment au projet open source, ils le font par motivation, par passion, pas parce qu'on les fouette, etc. Donc c'est vraiment du plaisir. Le deuxième, c'est l'éthique vis-à-vis de l'argent. Ils ne le font pas pour des questions financières. Ça ne veut pas dire qu'ils refusent d'être payés, mais leur première motivation, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Et le troisième qui développera et dont on entendra parler, c'est la net étiquette, l'éthique du net, etc., dont vous avez peut-être entendu parler. Moi, je vais revenir essentiellement sur les deux, l'éthique au travail et le rapport à l'argent. Cette question qui commence à émerger, en fait, c'est une question de l'amateur, du hobbyiste, hein, vous savez. C'est ce que disait d'ailleurs Linus Torvalds quand il disait « Linux a été largement un hobby ». Mais un hobby sérieux, hein, le meilleur de tous. Et il ne vous aura pas échappé que si vous travaillez dans le développement, vous travaillez la plupart du temps, j'imagine aujourd'hui, avec des frameworks qui sont des frameworks open source. Le débat open source, pas open source, il est derrière nous. Hein. La qualité des frameworks, ils sont là et ils sont produits par le monde open source et pas par le monde professionnel, entre guillemets. Professionnel, ça ne veut rien dire. Professionnel, ça veut dire à vendre. C'est tout ce que ça dit. Ça ne préjuge absolument pas de la qualité de ce que vous aurez derrière. Amateur, ça veut dire quelque chose, par exemple. L'amateur, et ça c'est une figure qui est importante, c'est la figure de l'amateur, hein, du hobbyiste, de celui ce que soulignait précisément Linus quand il disait « Moi j'ai fait Linux sur mon hobby en tant qu'amateur ». Alors quand on dit amateur aujourd'hui, souvent l'amateur ça fait le charlot, celui qui n'est pas un professionnel. Hein. Bon, non, l'amateur c'est pas ça. L'amatorat c'est beaucoup plus important. Et j'espère que vous êtes des amateurs et que vous travaillez autour de vous avec des amateurs, c'est-à-dire avec des gens qui s'investissent dans l'objet qui les préoccupe. La figure opposée de l'amateur, en termes d'éthique, c'est-à-dire de comportement et de rapport à la technique, c'est le spéculateur. Le propre du spéculateur, c'est celui qui peut spéculer sur tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça ne l'intéresse pas, l'objet de sa spéculation, puisque c'est le résultat, notamment financier, qui l'intéresse. Donc il peut spéculer sur tout et n'importe quoi. L'amateur, il ne peut pas s'investir dans tout et n'importe quoi, puisqu'il le fait avec plaisir, avec passion. S'il fait un framework, s'il participe à un projet open source, c'est parce qu'il a choisi son projet, il y a des choses qui l'intéressent, il y a des challenges technologiques, il y a plein de raisons qui font qu'il va s'investir dans ce projet et pas spéculer sur ce projet. La figure de l'amateur, bon là vous voyez une gravure d'Honoré Daumier, elle est apparue, on va dire en Europe au XVIIe, XVIIIe siècle, notamment dans ces cercles qui travaillaient qui s'intéressaient à la peinture et la musique essentiellement. C'était des amateurs. L'amateur qui écoutait la musique et qui allait à l'opéra, par exemple, c'était quelqu'un qui, avant d'aller à l'opéra, recevait les partitions de l'opéra qu'il allait écouter, s'entraînait lui-même à le jouer de manière simplifiée sur un piano, parce qu'une des manières d'apprécier une œuvre, c'était d'être capable de la jouer. C'est-à-dire que l'amateur refuse cette dissociation entre celui qui pense et celui qui exécute, entre la musique qui est jouée et celui qui écoute juste. L'amateur, pour former son oreille, il doit aussi être capable de faire de la musique. De la même que si vous êtes un amateur du code bien fait, vous êtes aussi un développeur très certainement. C'est-à-dire que vous avez les capacités vous-même de faire du code et d'appréhender qu'est-ce que c'est comme beau code et pourquoi. Parce que vous avez une pratique de ça. Et vous ne le jugez pas d'une manière externe et dissociée. Vous êtes partie prenante de par exemple, de cet intérêt qui est pour le code, mais ça peut être pour la musique ou pour la peinture. L'amateur, c'est aussi celui-là qui a le sens du détail. Il ne laisse rien passer. Si vous travaillez avec un collègue qui est un amateur, vous lui filez un truc, si vous savez que c'est un amateur, qu'il est sérieux, qu'il s'investit, vous avez totale confiance en lui. Vous savez qu'il ne va rien laisser passer. Donc la figure de l'amateur est très précieuse. Cette figure de l'amateur, qui est au cœur de cette nouvelle éthique technique et technologique, on peut lui trouver des ancêtres aussi, tout récemment, autour de ce fameux mouvement et de ce fameux magazine qui s'appelait The Whole Earth Catalogue, le catalogue de la Terre entière. C'était un magazine issu de la contre-culture. Contre-culture, c'est des gens qui étaient en marge de la société aux États-Unis, un peu hippie, beatnik, etc., mais avec un rapport avec la technologie qui était très... C'est ceux qui avaient des chemises un peu comme moi, vous voyez. The Whole Earth Catalogue, c'est la première publication qui est à la fois vente par correspondance, magazine Géo trouve tout, petites annonces,
bidouille, hacking. C'était tout ça à la fois. Ça a inventé tout ça. Donc c'est le prototype du web et d'Internet sous format papier. Ça a eu un impact énorme. Alors quand on vous raconte l'histoire d'Internet, souvent on vous raconte l'histoire de la DARPA, de l'armée américaine, mais on pourrait vous raconter une autre histoire qui fait que l'Internet est né certes de certains travaux de la DARPA, mais aussi et surtout du mouvement de la contre-culture, dont le magazine, le catalogue était le All Earth Catalog. Je crois qu'il s'est terminé. Là, vous avez une photo du dernier, The Last All Earth Catalog. Je crois que c'était en 68, 69 par là. Et au dos du magazine, vous retrouvez une petite citation là, qui était un peu le slogan de ce magazine, qui était Stay hungry, stay foolish. Ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est bien évidemment Steve Jobs qui a repris ça, notamment dans une conférence qu'il a faite dans son ancienne université, quand il dit qu'est-ce qu'il faut retenir et quel conseil je peux vous donner. Stay hungry, stay foolish, c'est-à-dire restez un amateur, ne devenez jamais un professionnel à vendre. Cultivez vos passions, la valorisation de l'amatorat. Steve Jobs, on le retrouve ici. C'est quoi cette photo là? Elle est bizarre, hein? Il est chez lui, apparemment, ambiance domestique, la cheminée, la bière, en chaussettes, décontracté. Qu'est-ce qu'il a sur les genoux? Un bébé? Non, son ordinateur. Ce qui veut dire que, forcément, quand on fait cette photo, je ne sais pas si c'est une mise en scène ou si c'est spontané, je pense qu'il doit y avoir de la mise en scène, mais enfin, on se présente quand même dans une photo où on s'attend à... On croirait que c'est un montage, quoi, qu'il y avait un bébé ou quelque chose, et puis on a fait du Photoshop et on a mis un ordinateur pour faire la pub. Je crois qu'il a posé avec cet ordinateur. Et pour poser comme ça avec un ordinateur, il faut avoir une éthique particulière, un rapport avec la technique qui n'est pas spontané, par exemple, pour tout le monde. Ce que j'appelle ici une forme d'empathie. Si on n'a pas d'empathie vis-à-vis d'un objet technique ou d'un système technique, on ne peut pas se mettre dans cette mise en scène-là. Je pense que tout le monde peut avoir une empathie vis-à-vis des systèmes et des objets techniques. C'est-à-dire quoi une empathie? C'est-à-dire ressentir ce que ressentirait l'objet technique s'il était vivant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut être fou pour ressentir ce qu'un objet... Ouais, mais je pense que tout le monde peut vivre ça. Si vous êtes en voiture avec quelqu'un qui passe une vitesse manuelle et ça craque, vous avez mal pour le moteur. Attends, le moteur, il a pas mal, hein. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver dans des situations, merde, je souffre pour le moteur, alors qu'un moteur, ça ne souffre pas. Donc on peut avoir de l'empathie pour des systèmes techniques. Et quand vous intervenez en tant que développeur, technicien, ingénieur, etc., si vous n'avez pas d'empathie avec le système que vous construisez, que vous diagnostiquez, vous n'allez pas être bon, hein. L'empathie, c'est ce qui vous permet de rentrer dans l'architecture, dans le logiciel, et de vous y déplacer mentalement, comme si un docteur se déplaçait dans les organes d'un patient pour visualiser où il y a le problème. Vous n'êtes pas capable de rentrer dans le système technique si vous n'avez pas une éthique, un rapport à la technique, et si vous n'avez pas cette forme d'empathie vis-à-vis des objets techniques. Alors, dans certaines entreprises, si vous faites preuve d'empathie avec les objets techniques, vous passez pour un barjot, quoi. D'ailleurs, c'est révélateur. C'est peut-être pas l'entreprise où il faudrait rester. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'affection pour ça. En 2000, le Pion 5MX. Le format, le clavier, le stylet, l'OS, les interfaces, c'était le top. J'ai une affection particulière pour cet objet. Peut-être vous-même, vous avez d'autres objets, d'autres machines, que sais-je, avec lesquelles vous avez une affection particulière. Il s'est créé un lien. J'étais dans un rapport éthique à un objet technique. Je n'ai pas honte de le dire. D'ailleurs, on pourrait dire, dis-moi comment tu te comportes avec les machines ou avec les objets techniques, et je te dirai comment tu te comportes avec les hommes. Ça, c'est tiré d'une série que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Real World. C'est une série danoise, je crois. Real Humans, pardon pour le lapsus. Danoise ou suédoise, je ne sais plus. Où on met en scène ces humanoïdes, ces robots qu'ils appellent les U-boats, je crois. Et finalement, la réaction que les gens ont vis-à-vis de ces objets techniques, alors c'est exacerbé parce que ce sont des objets techniques qui ressemblent beaucoup à des hommes, hein, c'est pas un Pion 5MX, d'accord. Mais toujours est-il, c'est comment les hommes, les différents personnages, les différents protagonistes réagissent vis-à-vis de ces humanoïdes, de ces robots, de ces objets techniques. Certains, ça ne pose pas de problème, au contraire, c'est même formidable. D'autres, c'est des peurs, des rancœurs, des vrais problèmes éthiques qui fait que dis-moi comment tu traites les objets techniques et je te dirai après, derrière,
comment tu traites les hommes. Je me suis, moi, souvent fait des jugements sur des personnes, rien qu'en voyant leur réaction vis-à-vis d'un objet technique. Et là, ça ne va pas être possible, quoi. C'est un élément qui est dirimant pour moi, qui est discriminant. Le rapport que l'on peut avoir avec les objets ou avec les systèmes techniques, il dépend aussi des cultures, des civilisations, au sens de culture-civilisation dans lesquelles on est. Peut-être que vous avez vu ce film là, qui est sorti récemment. Je ne sais pas s'il est bien. Je crois qu'il ne reprend pas grand-chose de l'histoire originale du manga Ghost in the Shell. Mais... Bon, Ghost in the Shell, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Si je le traduis en petit français, c'est fantôme dans la coquille, quoi. Dans le coquillage, dans la coquille. C'est-à-dire âme dans le corps, quoi. Bon, c'est une façon dérivée de dire ça. Et la question, dans le manga, dans le film, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais c'est est-ce que les robots ont une âme, hein? Ça reprend un peu la nouvelle de Kadik. Est-ce que les humanoïdes rêvent ce qui est devenu Blade Runner, là? C'est une question, est-ce qu'ils rêvent? Est-ce qu'ils rêvent comme nous? Est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce qu'ils ont un ghost, hein, comme... Forcément, quand vous êtes dans une culture japonaise, très marquée par le taoïsme, shintoïsme, etc., c'est-à-dire une forme d'animisme où n'importe quel objet, n'importe quel caillou, n'importe quelle rivière, etc., peut être une divinité, qu'on retrouve beaucoup dans les mangas japonais. Hein. Je pense à Le Voyage de Chihiro, de Miyazaki. Le héros, l'ami de la jeune héroïne, l'espèce de prince, là, c'est en fait l'âme et l'esprit du fleuve dans lequel elle avait failli se noyer quand elle était petite et qu'il l'avait sauvée. Je vous rappelle ce dessin animé si vous l'avez oublié. Donc quand vous êtes dans une culture comme ça, très animiste, où tous les objets peuvent avoir une âme, ça ne pose pas de problème de dire que les robots, les ordinateurs, les humanoïdes peuvent aussi avoir une âme et on peut dialoguer, avoir une éthique, un comportement vis-à-vis d'eux, qui est également un comportement de respect. Ce qui explique aussi la politique industrielle du Japon vis-à-vis des robots, des humanoïdes, et pourquoi ils investissent autant dans l'automatisation, mais parce qu'ils n'ont pas de problème avec l'automatisation comme on peut l'avoir en Occident, dans la culture judéo-chrétienne ou dans les monothéismes au sens large, que ce soit islam, juif et chrétien. On n'a pas le même rapport, on n'est pas dans une culture animiste. Donc le rapport et l'éthique qu'on peut avoir à la technologie n'a pas la même base, la même socle, le même contexte que celui qu'il y a en Asie ou au Japon, notamment dans les cultures animistes. On peut avoir une éthique et un rapport proche avec les objets techniques. Et alors, je terminerai par citer du lourd, parce qu'à un moment donné, bon, le cinéma, tout ça, c'est bien, mais il faut rappeler qu'il y a des textes quand même qui sont fondamentaux, et je dirais presque cocorico, parce que c'est un Français, c'est un philosophe français, décédé en 1989, donc on va dire quasi contemporain. Dans un de ses livres, c'est du mode d'existence des objets techniques. Gilbert Simondon, donc. Aujourd'hui, tout le monde est simondonien. C'est très connu à l'international, aux États-Unis, au Japon. C'est un des succès des philosophes français qui ont un rapport à la technique qui est assez déterminant. Il en arrive à se poser cette question, c'est du mode d'existence des objets techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mode d'existence des hommes, des plantes, des végétaux, etc. Mais jamais avant ne s'était posé la question, est-ce que les objets techniques ont un mode d'existence propre? Bien à eux. C'est la thèse qu'il défend, il démontre que oui. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire avec un objet technique n'importe quoi. Il a des règles internes, des principes de fonctionnement. Si vous êtes développeur, vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. On ne peut pas faire n'importe quoi. Hein? C'est souvent d'ailleurs ce qui est étonnant dans la relation entre le business, le métier et l'IT, c'est que le métier ou l'IT demande des choses abracadabrantesques. Et on voit bien qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des choses qui sont faisables et des choses qui ne sont pas faisables. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le mode d'existence propre des architectures techniques sur lesquelles vous travaillez. Ils n'en comprennent rien. Donc il y a un mode d'existence des objets techniques. Et on ne peut voir ce mode d'existence que si on a une éthique et un rapport aux objets techniques, au système technique, qui est celui que j'ai brièvement évoqué devant vous. Mais pour Gilbert Simondon, il y a quelque chose qui était important, c'était que son constat, c'était, tu voyais l'accélération industrielle, technologique, etc. Il dit, on va aller dans le mur. On va aller dans le mur si on n'a pas une culture technique.
On ne va pas comprendre les objets techniques, leurs lignées, parce qu'ils faisaient des lignées des objets techniques, de la manière qu'on fait des lignées de processus d'hominisation, du vivant, etc. On peut faire aussi des lignées des objets techniques. Certains essayent de faire des lignées d'évolution des langages, tout ça. Ben, ça prouve que les langages évoluent et ils ont une logique interne. Et celui qui comprend la logique, la dynamique, il est capable d'anticiper et comprendre le mode d'existence propre des objets techniques, et pas celui qu'on leur ordonne d'être. Non, non, il faut faire avec leurs propres contraintes. Et il disait, on va dans le mur si on ne développe pas une culture technique. Ce que j'ai appelé ici une éthique. D'ailleurs, Gilbert Simondon, c'est un des premiers qui s'était élevé contre l'obsolescence programmée, dans les années 70. Hein. C'est pas il y a 5 ou 10 ans, dans les années 70, il avait vu ça. Il disait, moi je ne comprends pas cette industrie qui produit des objets techniques et qui s'en désintéresse dès qu'elle les a produits. Et lui arrivait en disant, moi j'ai de la sympathie pour voir le vieux tracteur au fond dans la ferme qui marchait bien, qui avait un moteur avec un bon rendement, et il avait de la sympathie pour les objets techniques. Parfois même il allait jusqu'à la pitié. Et il disait, on se comporte de plus en plus avec les objets techniques comme on le faisait du temps de l'esclavage, c'est-à-dire qu'on considère que les objets techniques sont nos esclaves. Il disait qu'il y a un véritable esclavagisme des objets et des systèmes techniques, et il fallait sortir de là pour inventer une nouvelle éthique technologique que j'ai essayé de tracer les traits très brièvement devant vous. Donc il faut avoir une culture technique. Je dis ça, c'est parce que pour revenir à la situation originelle, on travaille dans une entreprise, on est soi-même un porteur technique, on va dire, ingénieur, architecte, ou autre, ce que vous voulez. Et si on n'arrive pas à avancer, à transformer la société, mais à partir d'un regard sur la question technique, ben alors il faut se poser des questions. Et ça ne sert à rien de lancer des projets. Il faut travailler sur une culture technique. Culture technique, y compris de ceux qui ne sont pas techniques. Quelqu'un du marketing, du business, doit comprendre aujourd'hui qu'il y a des opportunités dans les frameworks, dans les solutions technologiques, et il doit en comprendre les enjeux, mais parce qu'il a une culture technique. Quelqu'un qui dit « moi la technique, j'y comprends pas, mais tu n'as rien à faire ici. Pas possible. Pas que tu aies des responsabilités. » Donc dis-moi comment tu te comportes vis-à-vis des objets et des systèmes techniques, et je te dirai qui tu es. C'est ça la nouvelle éthique. Et l'enjeu, je reviens à ce que disait Linux, c'est la figure de l'amateur, de se faire plaisir. Et on sait toujours instinctivement là où on se fait plaisir et là où on ne se fait pas plaisir. Et ça ne trompe pas. Donc je vous souhaite de vous faire plaisir dans cette nouvelle éthique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.